Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo donc pour expliquer une question qui m'a été posée par un de mes élèves sur Karl Marx, pour être précis sur le manifeste du Parti communiste. Donc le manifeste du Parti communiste qui a été publié donc pour la première fois en 1848. Et Marx donc est un auteur du 19e siècle. Forcément, il meurt en 1882, en 1883, quelque chose comme ça. Bref, cette question, elle est sur le début, sur les premières pages de ce texte, de cette œuvre, et elle porte sur les prolétaires. La question sur les prolétaires, précisément, c'est de savoir pourquoi est-ce que les prolétaires combattent les ennemis de leurs ennemis. Pourquoi est-ce qu'au départ, les prolétaires combattent les ennemis de leurs ennemis. Donc, pour bien situer ceci, je vais lire le passage considéré. C'est un passage assez court. À ce stade, le prolétariat forme une masse dispersée à travers le pays et gaspillée par la concurrence. L'action de masse des travailleurs n'est pas la simple conséquence de leur propre union, mais de l'union avec la bourgeoisie qui, pour atteindre ses buts politiques particuliers, doit mettre en branle le prolétariat tout entier, et peut encore provisoirement le faire. Pendant cette phase, les prolétaires ne combattent pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis. C'est ce passage-là particulier qui intéresse. Je le relis. Les prolétaires ne combattent pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis. Alors, il faut s'interroger donc et comprendre avec mon élève, essayer de comprendre pourquoi est-ce que les prolétaires au départ combattent les ennemis de leurs ennemis. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas tout de suite leurs propres ennemis, à savoir la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie qui, pour paraphraser un petit peu et pour reprendre une certaine forme de terminologie de Marx, pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas les exploitants? Pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas les industriels? Donc, pour le comprendre, il faut réaliser effectivement que les prolétaires ne sont pas d'eux-mêmes ceux qui s'unissent les uns avec les autres pour combattre les bourgeois. Ils ne s'unissent pas d'eux-mêmes, et même, on peut aller plus loin, ils n'adviennent pas d'eux-mêmes, les prolétaires. Les prolétaires, ils adviennent par la bourgeoisie elle-même, parce que c'est la bourgeoisie qui a besoin de ces masses productrices pour fabriquer, pour produire, tout simplement, les objets nécessaires, les objets à la consommation, les objets que les industries veulent produire et dont ils souhaitent qu'ils soient consommés. Donc au départ, c'est par cette nécessité que les bourgeois ont d'avoir avec eux les prolétaires pour combattre les anciens régimes, les anciennes manières de vivre. Autrement dit, toutes ces monarchies, toutes ces bourgeoisies non industrielles. Et donc, puisque ces bourgeois ne peuvent pas, évidemment, combattre seuls, ils, en quelque sorte, unissent leurs forces, ou pour être plus exact, les prolétaires vont s'unir malgré eux avec cette bourgeoisie pour combattre l'ancien temps. Donc, ce n'est pas de leur fait, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de leur fait parce que ce n'est pas une volonté de la part des prolétaires, pardon. Parce que eux, ils ont l'impression, effectivement, qu'ils combattent pour eux. On peut le comprendre ainsi, en tout cas. On peut comprendre qu'ils ont cette impression de combattre pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas, voire pas du tout, puisqu'en fait, ils combattent pour permettre à la bourgeoisie
d'instaurer ce qu'ils souhaitent comme monde, à savoir, évidemment, ce monde industriel avec une production pour un minimum de coûts, en un minimum de temps, pour un maximum de gains. Donc, on comprend que les masses, autrement dit, les masses prolétaires, j'entends, les masses prolétaires au départ ne sont pas ensemble, elles ne sont pas coercitives, elles ne sont pas agrégées pour réaliser ce qu'on est en train de leur faire subir. Ce sont des masses, comme le dit tout à fait d'ailleurs Karl Marx, ce sont des masses dispersées, gaspillées par la concurrence. Pourquoi est-ce qu'elles sont dispersées et gaspillées par la concurrence? Parce que justement, elles ne réalisent pas ce qui est en train de se produire. Parce que enfin, ces prolétaires ont un travail d'une certaine manière, ou pas, même pas d'une certaine manière, elles ont un travail. Donc elles se disent que c'est bénéfique pour elles. Ces masses ne peuvent que penser que ce qui est en train d'advenir, c'est, je ne sais pas si on pourrait le dire ainsi, mais c'est quelque part quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable parce que il y a cette idée que ils vont enfin pouvoir réellement faire quelque chose pour gagner leur vie. Je reviendrai sur cette expression un peu plus tard, gagner sa vie. Et donc, comme ils ont cette impression-là, ils ne peuvent être que dispersés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont dispersés à gauche et droite, comme ils sont dispersés dans toutes ces industries qui pullulent, si je puis dire, eh bien forcément, ils ne peuvent pas se coordonner. Ils ne peuvent pas se coordonner, ils ont donc l'impossibilité de réaliser ce qui est en train d'advenir. Ce qui est en train d'advenir, c'est quoi? C'est la concurrence. Ce qui est en train d'advenir, c'est cette expression gaspillée par la concurrence. Donc, autrement dit, ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Sous quelle forme? Par la production elle-même. Ils sont mis en concurrence sur la vitesse de production, sur ce qui sera vendu du coup. Autrement dit, ils sont mis en concurrence sur leurs propres produits du travail. Tout est dans cet exercice que le travail doit produire une richesse. Et ici, la richesse la plus grande qui en ressortira, ce sera évidemment envers les employeurs, envers ceux qui ont ces industries, à qui appartiennent ces industries et qui exploitent les travailleurs, les prolétaires. Alors, on comprend qu'il y a une union, malgré eux, entre cette bourgeoisie et les prolétaires. Malgré eux, c'est-à-dire malgré les prolétaires, c'est-à-dire que les prolétaires ne réalisent pas cela. Et cette union fait qu'elle donne évidemment une grande force, une très grande force à cette volonté politique, à ces buts politiques de la bourgeoisie, de pouvoir prendre la place. Le but politique, comme c'est dit dans le texte, mais de l'union avec la bourgeoisie, qui, pour atteindre ses buts politiques particuliers, doit mettre en branle le prolétariat tout entier, et peut encore provisoirement le faire. Donc, la bourgeoisie est celle qui met en branle le prolétariat. Autrement dit, ça veut dire quoi mettre en branle? C'est simple, oui, c'est simple. C'est initier, c'est être l'origine. C'est eux qui sont à l'origine, eux, les bourgeois, qui sont à l'origine de qui? Du prolétariat. Prolétariat qui est, je le rappelle, dispersé, encore une fois. Pas du tout coercitif, le prolétariat. Les prolétaires ne le sont pas. Ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas agrégés. Et donc, en mettant en branle, en initiant le mouvement prolétaire, les prolétaires, par cette volonté de dominer politiquement, ils veulent, les bourgeois, atteindre leur but. Leur but, il est politique, nous dit Marx. Qu'est-ce que c'est que ce but politique? D'instaurer, d'installer cette
idée de production industrielle et cette idée de production massive, organisée, pour peut-être un certain confort de vie pour tout à chacun, mais aussi pour s'enrichir. Pour s'enrichir, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est, pour employer en termes de Marx, c'est exploiter la force productrice des ouvriers. Parce que cette force productrice, eux-mêmes, les bourgeois, ne peuvent pas la faire. Ils ne peuvent pas tout produire. Personne ne peut tout faire tout seul. Donc, en organisant industriellement la manière de produire, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent cette activité de production. Ce seront les prolétaires. Et donc, cette initiation permet de donner une forme d'union entre la bourgeoisie et les prolétaires. Et de ce fait, on comprend pourquoi les prolétaires combattent les ennemis de leurs ennemis. Parce que, d'une certaine manière, je vais peut-être exagérer, mais ils sont bernés. Ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Et ils ne réalisent pas parce que on ne réalise pas tout le temps ce qui advient. On ne réalise pas tout le temps ce qui advient, sauf lorsqu'on est au pied du mur, lorsqu'on est face à l'accident. On ne réalise que l'accident risque d'arriver, on ne réalise l'erreur que lorsqu'elle est présente. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison de se dire qu'il y a danger. Ce qui est, somme toute, normal. Donc, il ne prévoit pas cet état de choses qui arrivera. Alors Marx, évidemment, lui explique au fur et à mesure du manifeste que un jour ou l'autre, les prolétaires s'uniront. D'où le fait qu'il finisse justement son livre, le manifeste du Parti communiste, d'où le fait qu'il le finisse par prolétaires du monde entier, unissez-vous. Parce qu'il sait très bien que cette masse sera tellement grande, parce qu'il y a beaucoup plus de prolétaires que de bourgeoisie industrielle, il sait très bien que ceux-là, après, dépasseront en nombre, et donc dépasseront en force, puisque l'union fait la force, d'où le fait que les prolétaires doivent s'unir, tous les prolétaires du monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que ils sont dispersés, ils sont non congruents. Alors, il y a ces termes de provisoire. Il y a ce terme de provisoire qui est quand même, somme toute, important. Lorsque Marx nous dit ceci, mettre en branle donc le prolétariat tout entier, et peut encore, provisoirement, le faire. Alors, provisoirement, pourquoi ? Parce que Marx se dit que ça ne pourra pas marcher tout le jour. Il y a un moment qui peut-être ne se situe pas dans le temps, peut-être on ne peut pas le prévoir là, peut-être on ne peut pas dire que ça arrivera, donc on resitue Marx 1848, la parution de ce livre, on ne peut pas pour autant se dire que ça va arriver demain, ou dans 3 semaines, encore moins évidemment, que l'idée n'est pas de se dire que ça va arriver là, mais ce provisoire, il a cette idée-là. Il y a cette idée-là chez Marx que ça ne sera que provisoire. Bon, est-ce que ce provisoire est fini? Est-ce que ce provisoire, on y arrive enfin au bout? Est-ce qu'on est arrivé à la fin de ce provisoire? En tout cas, aujourd'hui, il semble que non, parce que il y a certes cette volonté d'unir les prolétaires du monde entier de la part de Marx, appelée de ses voeux. Mais on constate qu'il y a eu aussi une autre union. Une union de tout le monde industriel, de tout le monde de production, de tout le monde de cette bourgeoisie industrielle, de tout le monde capitaliste. Ce qu'on appelle tout simplement la mondialisation. Cette mondialisation a mis en concurrence non seulement au sein d'un même pays, mais mondialement les travailleurs. À tel point que les coûts de production sont pensés en termes de marge. Il faut faire une marge sur le coût de production.
Comment faire cette marge? Il faut peut-être avoir une main-d'œuvre moins chère. La main-d'œuvre la moins chère, s'il faut délocaliser, on délocalisera. Et la mondialisation a amené à cette chose-là, a amené à cette délocalisation que l'on perçoit et que l'on constate depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années. Oui, c'est ça, une quarantaine d'années. Délocalisation qui arrive au début, concrètement, hein, qui arrive en masse au début des années 1980. Et donc, qu'est-ce qui est mis en concurrence? Ce sont toujours les prolétaires. L'union de la bourgeoisie, l'union des industriels semble bien plus puissante, en tout cas jusqu'à présent, que l'union des prolétaires. Et donc, ce combat contre les ennemis de leurs ennemis semble maintenant perdu dans l'histoire, parce que même si les prolétaires pourraient se dire, les travailleurs pourraient se dire qu'il faut s'unir contre l'économie mondiale telle qu'elle a été promulguée, telle qu'elle a été parfois même idolâtrée, eh bien, cette économie mondiale, même si elle montre de grandes faiblesses, de grandes failles, il n'en reste pas moins vrai qu'elle est encore pensée comme étant la solution de toutes les solutions pour pouvoir vivre ensemble, en paix, dans la meilleure démocratie, etc., la démocratie libérale. Reste à savoir si c'est réellement le cas, parce que les failles de l'économie, on les voit bien. Si on prend notre cas actuel lié à la maladie du Covid-19, on comprend, on réalise qu'il y a eu des conséquences, ne serait-ce que sur le système médical français, que vous connaissez tous, parce que vous avez tous et toutes un peu, ou même certainement beaucoup suivi les informations, et donc on constate la mise à bas de l'hôpital, du service médical, notamment français. À savoir qu'il est complètement exsansu, ça fait au moins 30 ans que les médecins, les infirmiers, les chirurgiens, bon bref, tout le service médical de tous bords tire, comme on dit, la sonnette d'alarme. Peut-être qu'il aurait mieux valu une corne de brume ou je ne sais quel autre système d'alarme beaucoup plus fort. Mais on a quand même diminué, fermé des hôpitaux, diminué des maternités, fermé des maternités, créé des déserts médicaux, puisqu'il faut pour certaines personnes des dizaines et des dizaines de minutes pour pouvoir trouver un hôpital, des dizaines et des dizaines de minutes, voire 1 heure. Et donc on réalise bien ici le danger, le danger tout simplement hallucinant qu'on fait courir aux gens, et tout ceci pour des raisons économiques. Tout ceci pour des raisons économiques. Donc ce provisoire ne semble pas être tant provisoire que cela. Si on prend un exemple, donc on l'a historiquement, dans le temps, chronologiquement, je vais sauter à peu près une centaine d'années. Si on prend l'exemple de ce que nous explique Hannah Arendt, donc une philosophe du XXe siècle, qui meurt en 1975, qui a donc vécu évidemment la Shoah, etc., et qui nous explique entre autres, parce qu'elle n'explique pas que ça, mais qui nous explique dans ce livre qui s'appelle La condition de l'homme moderne, qui est paru donc en 1958. Grosso modo, 100 ans après la publication du manifeste du Parti communiste, 1848, je le rappelle. Donc en 1958, paraît La condition de l'homme moderne, et dans un passage fameux, célèbre, Hannah Arendt nous explique la difficulté pour cette société de travailleurs qui a été créée. Quelle est la difficulté de cette société de travailleurs qui a été créée? Je ne vais pas lire le texte ici parce que ce serait trop long. Mais quelle est la difficulté? C'est que ce provisoire dont parle Hannah Arendt non seulement constate qu'il a lieu encore, c'est-à-dire que cette condition de l'homme moderne fait que l'homme n'a pas d'autre choix
que de travailler à la manière d'une production industrielle mondialisée. Alors, mondialisée à l'époque, évidemment, d'Hannah Arendt, non. Mais elle prévoit l'avenir d'une certaine manière, non pas parce qu'elle est cartomancienne, hein, c'est pas du tout l'idée. C'est pas Madame Irma, elle n'est pas dans une boule de cristal, mais elle voit ce qui peut advenir, ce qu'elle suppose être certain. Autrement dit, elle est certaine que l'avenir sera pire que ce qu'il est à son époque pour les travailleurs. Pourquoi ? Donc on est en 1958, c'est quand même le début de la mécanisation, le début de l'automatisation. Il y a déjà des machines qui commencent à remplacer les hommes dans leur travail. Alors on pourrait se dire, comme nous le fait comprendre Hannah Arendt, que c'est formidable. C'est formidable, les gens, les travailleurs n'auront plus à travailler, ils n'auront plus à assouvir cette basse besogne, cette nécessité, comme le dit Hannah Arendt, le fardeau du travail. Donc on pourrait se dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a plus à travailler, que du oisif, que du divertissement. Les machines nous remplaceront. Ce qu'elle dit, on est en train de le vivre. Ce qu'elle est en train de nous expliquer, on est en train de le vivre, évidemment. On voit bien qu'il y a de plus en plus de machines, avec les nouvelles technologies, qui sont de plus en plus précises et qui remplacent parfois totalement les hommes. Dans certains milieux, ça commence à arriver. On peut penser au milieu de la chirurgie, où des robots commencent à assister, où les chirurgiens sont assistés par ordinateur, par machine, par robot, et voir qu'il y a des robots qui remplacent concrètement l'humain. Même en chirurgie, on peut penser évidemment aux chaînes de montage qui sont devenues quasiment totalement automatisées, pour les voitures par exemple. Et puis, on peut penser évidemment aux intelligences artificielles, à l'intelligence artificielle qui prend énormément de pas, qui est aussi une technologie, mais qui prend énormément le pas et qui certainement va encore, on n'en est qu'au balbutiement, qui certainement va prendre un essor absolument hallucinant dans les quelques décennies à venir, voire peut-être même avant, vu à la rapidité à laquelle tout ceci se développe, c'est absolument sidérant. Donc, cette société de travailleurs, pour revenir plus précisément à Hannah Arendt, cette société de travailleurs, c'est en fait quelque chose qui est absolument incroyable, c'est parce que cette société de travailleurs, elle a été pensée ainsi d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut plus en sortir. C'est l'idée, en tout cas, qu'a Hannah Arendt. On ne peut plus en sortir en ce sens où on a fait en sorte que les travailleurs ne savent plus rien faire d'autre, ne savent plus rien d'autre des autres activités, ne savent plus rien d'autre des autres activités qu'ils pourraient faire, si ce n'est le divertissement, l'oisiveté. Alors l'oisiveté, c'est très bien, mais l'oisiveté, c'est l'otium, en fait. L'otium, c'est s'occuper l'esprit. L'otium, c'est, à l'origine, c'est comment dire, c'est cultiver son esprit. Et là, on voit bien que ce n'est plus le cas. C'est le loisir, c'est quelque chose où on est dans le pur divertissement, l'entertainment, comme on dit, et donc on ne pense plus à rien, et le but même est de ne plus penser, parce que penser, c'est fatigant, parce que penser, c'est difficile, parce que penser, c'est se prendre la tête, pour parler vulgairement, et je reste poli. Et donc, les travailleurs, lorsqu'ils sont en train d'effectuer leur travail qui est une basse besogne, si je peux dire d'une certaine manière, c'est quelque chose de très difficile. Et lorsqu'on sort de ce travail-là,
Hein, si on est dans le milieu industriel, on peut bien imaginer le travail à la chaîne. Il existe encore des endroits où on travaille à la chaîne, hein, dans des usines de découpage de poulet, dans des usines de confection, évidemment, de téléphones portables, etc., où des gens posent la même puce toute la journée, totalement abrutissant, à l'image, totalement abrutissant parce qu'on a le temps de penser à rien, on doit faire ce travail et être extrêmement concentré, pas le temps de faire autre chose parce que la production continue toujours, comme cette production continue toujours, bah, je n'ai pas le temps de parler, je n'ai pas le temps d'écouter quoi que ce soit, il faut que je fasse mon geste de producteur, de production, et donc à l'image un petit peu de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, pour ceux qui connaissent bien sûr, et j'imagine que tout le monde connaît. Et donc, le problème alors, c'est qu'on a créé une société telle que les gens ne pensent plus qu'à travailler et ne savent plus faire que cela, mais un travail qui n'est plus un travail d'œuvre pour soi, un travail qui n'est plus un travail où moi je me sens investi dedans personnellement, où j'ai l'impression de me travailler moi-même dans mon travail, d'une certaine manière de me faire être, d'accord, à l'intérieur de mon travail, mais où juste le travail, c'est simplement pour gagner ma vie. Un travail pour gagner sa vie. Et si le travail est simplement là pour gagner sa vie, bah vous comprenez bien la difficulté. La difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds ce fameux travail qui est là pour gagner ma vie? Si je raisonne d'une manière littérale, si je perds ce qui me fait gagner ma vie, eh ben à ce moment-là, je perds ma vie aussi. Si le travail permet de gagner sa vie, si je n'ai plus de travail, il semble que je perde alors ma vie. Alors, on peut évidemment ne pas forcément comprendre ceci d'un point de vue littéral. On peut comprendre ce que ça veut dire socialement. Les gens qui n'ont plus ou pas de travail, la considération sociale qu'ils ont, elle est hallucinante. Elle est hallucinante dans le sens où, je ne vais pas dire qu'on les fait passer pour des moins que rien, mais presque. Mais presque. C'est-à-dire qu'on entend bien ici ou là de se dire que ben voilà, ce sont des assistés de la vie d'une certaine manière. Bon, il faut comprendre, c'est que on a créé une société où seule la valeur travail compte. Mais la valeur travail, non pas en tant que travail, parce que travail pour soi, sur soi, un travail qui me permet de m'épanouir, un travail qui me fait être dans mon travail, mais un travail de gagne-pain, un travail purement pécunier. Et là, on voit bien qu'une société qui fonctionne ainsi, qui fait en sorte que les travailleurs n'aient pas le temps de penser à autre chose et de faire autre chose que leur travail, et qui pensent leur travail comme un simple moyen de gagner sa vie, un métier, autrement dit, eh bien vous comprenez bien que ceux-là ne vont penser qu'à se divertir. Ils ne peuvent pas s'occuper l'esprit et penser les conditions de la société, même si on entend pas mal de gens penser cela, et même si on a vu avec les gilets jaunes, évidemment, des gens, et beaucoup de gens, être interpellés par la condition sociale. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que cette condition sociale devient de plus en plus terrible, ce qu'expliquait Marx, lorsqu'il écrivait «Le développement de l'industrie ne fait pas qu'accroître le monde des prolétaires, il les concentre en masse plus importante, leur force augmente et ils en prennent davantage conscience. Hein, évidemment qu'au fur et à mesure que tout le monde vit dans un milieu extrêmement appauvri non seulement parce que forcément les salaires sont assez, assez peu évolutifs, voire très bas d'une manière proportionnelle. Hein, d'une manière proportionnelle, n'oubliez pas que il y a un peu plus de 1200 à peu près milliardaires sur Terre. Ces 2200 milliardaires détiennent 60-80% des richesses, je ne sais plus exactement. Et parmi ceux-là, il y en a une poignée, une dizaine qui détiennent les 60%, les 80% des richesses de ces milliardaires. Donc, ils ont une fortune absolument hallucinante. On le comprend. Et ils ont un pouvoir, du coup, hallucinant, parce qu'ils ont tout secteur d'activité en leurs mains, en leurs propres petites mains, ce qui est absolument hallucinant, ça aussi. Et donc,
on peut bien comprendre qu'un jour, peut-être, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, on pourrait se dire que il va y avoir quelque chose qui va ressortir de tout cela. Mais la crise du coronavirus semble remettre les compteurs à zéro d'une certaine manière. Semble remettre les compteurs à zéro, malheureusement, pourrait-on dire, parce que le but est de reprendre l'activité. Alors, il faut bien reprendre l'activité, on est bien d'accord, mais cette activité économique qui fait que les travailleurs ne peuvent rien d'autre imaginer que d'avoir leur travail, mais du coup les empêche de pouvoir faire autre chose, de découvrir toutes les autres activités, les autres possibilités, on peut se demander si c'est quelque chose de formidable, de bénéfique, d'intelligent. En tout cas d'intelligent, de sérieux. Parce que ce monde économique, on comprend bien que c'est un monde conventionnel, créé par l'humain. Donc, comme c'est un monde conventionnel créé par l'humain, on peut bien comprendre qu'on peut le modifier, contrairement à, je sais pas moi, la gravité. La gravité physique, je peux pas la modifier, d'accord? Je peux pas empêcher la pesanteur, je peux pas modifier ça d'un claquement de doigts. La réalité physique de mon corps, je peux pas m'en séparer. Par contre, je peux modifier la pensée. L'humain ne cesse de modifier ses pensées. Donc, ces travailleurs, en fait, on ne peut rien imaginer de pire. C'est quoi le pire? C'est qu'il n'ait plus de travail à la fin. Parce que ces travailleurs, comme ils ne peuvent plus penser qu'à leur travail, qu'ils n'ont plus le moyen de faire toute autre chose, et ceci, quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu dans lequel nous travaillons, eh bien forcément, alors il arrive une chose terrible, c'est que si on leur prive le travail, alors qu'on a fait en sorte qu'il ne leur reste plus que ça, et le divertissement, la l'oisiveté à l'état pur, un petit peu à l'image de Wall-E, pour ceux qui connaissent ce fameux dessin animé. D'accord? Eh bien, si on leur retire ça, alors qu'il ne reste plus que ça, on leur retire la seule chose qui leur restait. Et si on me retire tout, il me reste plus rien. Et donc, je me perds. Je suis perdu. Définitivement perdu. Donc, ces travailleurs, il semble qu'ils soient, en tout cas jusqu'à présent, déjà perdus. Il suffit de voir la concurrence mondiale, absolument hallucinante. La Chine délocalise, elle-même, elle délocalise. Et on voit, sans aller aussi loin de chez nous, que dans tous les milieux, dans tous les corps de métier, si je peux dire, on considère le travail comme un simple moyen de gagner sa vie. Si je me prends moi un exemple, il est évident que je suis obligé d'être dans cette idée-là de devoir gagner ma vie pour pouvoir vivre. D'accord? Et donc, penser autrement son travail que comme un simple métier de gagner sa vie, c'est devenu quelque chose de très difficile. Et même dans les plus hautes sphères, Hannah Arendt le remarquait déjà, même dans les plus hautes sphères, ça arrive. Parce que elle prend l'image des présidents, des intellectuels, des artistes, de tous ces mondes-là, en fait. Elle prend l'exemple que même eux, ils pensent leur métier comme un simple moyen de gagner sa vie. C'est pas totalement absurde. N'oubliez pas, elle a écrit ça en 1900, du moins, ça a été publié en 1958. Lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, l'une des premières choses qu'il va faire, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, parce que c'est rien, ça symboliquement, ça ne prête pas à conséquence sur ma vie, voilà. Il a augmenté le salaire du président de la République. Il a augmenté donc son salaire, mais celui du président de la République. Il est passé de 6 000 à 18 000, de 6 000 à 20 000, quelque chose comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il considérait que, vu la masse de travail, vu la charge énorme, ce qui est vrai pour le coup, vu la charge énorme, vu la responsabilité hallucinante, là encore pour employer mon terme, vu la responsabilité hallucinante, il se disait qu'il devait être payé à la hauteur de ce que les autres grandes nations payaient leurs chefs d'État. Donc,
On pourrait se dire, bah oui, c'est normal qu'ils soient payés à la même hauteur que les autres. Ok. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant, l'événement qui est là devant nous, je crois que c'est l'événement où un président nous montre concrètement qu'il considère son métier comme un simple métier, qu'il considère ce métier de la plus haute charge administrative, de la plus haute fonction publique française, il considère ce métier, cette activité, comme un simple métier, comme un simple moyen de gagner sa vie. Or, a priori, il doit être un homme qui travaille pour le peuple, comme disait un sénateur de la Rome antique, et non pas un homme du peuple. De par le fait, de toute façon, lorsqu'il était au salon de l'agriculture et qu'il s'était énervé contre quelqu'un, en l'insultant à travers les insultes que l'on connaît, on voit bien qu'il s'est comporté comme tout le monde, et d'ailleurs, ses défenseurs ont expliqué que, bah oui, mais c'est normal, il réagit comme tout le monde, c'est un monsieur tout le monde. Oui, mais non. Oui, mais non, pourquoi? Parce que s'il y a plein de professeurs, à l'image de ce que je suis, évidemment, 800 000 professeurs, s'il y a plein de gens qui sont ouvriers, maçons, artisans boulangers, s'il y a plein des gens qui travaillent dans l'édition, parce qu'il y a quelques livres derrière moi, s'il y a plein de gens qui construisent des téléphones portables, qui pensent des téléphones portables, qui conceptualisent des téléphones portables, qui produisent des téléphones portables, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les voitures et tout ce qui existe, les canapés, les maisons, tout ça. Il n'y a pas tant que ça de président de la République. Moi, je ne crois pas. Bref, tout ça nous montre que si les prolétaires combattent leurs ennemis de leurs ennemis, c'est parce qu'ils ne réalisent pas en fait. Et on entend des soubresauts à l'heure actuelle, dans plein d'endroits, des soubresauts de ces prolétaires, de ces gens qui s'unissent pour faire réaliser. Mais on constate aussi que pour autant, c'est toujours en train d'advenir, parce que la puissance économique semble être, pour l'instant, inarrêtable, alors que ce ne sont les règles, les lois de l'économie, que des conventions. Que des conventions. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura servi. J'ai été un peu plus long, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé et que ce sera compréhensible par tout le monde. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez la possibilité, évidemment, de pouvoir me faire des remarques dessus, sur lesquelles je tenterai de répondre.